Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée, une fois n'est pas coutume, à un compositeur de bande originale de film. Et j'ai décidé, en fait, suite à la réception de la BO de l'Odyssée, que voici, voilà, qui est paru tout récemment. Le film est évidemment encore au cinéma. Vous pouvez d'ores et déjà aller le voir. Hein. Je vous invite à vous faire votre propre avis. Ma critique est disponible par ici si vous ne l'avez pas vu. Je voulais en fait faire un petit short sur le vinyle, etc. Je voulais faire un truc comme ça. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit non, j'ai envie de parler de ce compositeur parce que c'est un compositeur un peu différent des autres, une sorte de génie qui a sa façon bien à lui de composer la musique. Et je vais brasser évidemment une partie de la collection de ce que j'ai sur ce compositeur en vinyle. Vous allez aussi voir du support physique dans cette émission évidemment. Et donc, oui, 3 Oscars en 7 ans pour Ludwig Göransson. C'est de lui dont on va parler ici. Ludwig Göransson, effectivement, qui est un compositeur vraiment particulier. Alors, on va en parler. Je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. So, 1, 2, 3, 4. Alors, on parle souvent de Ludwig Göransson comme un héritier de Hans Zimmer. Même moi, hein, je vous le dis souvent, effectivement, il a été un peu à l'école Hans Zimmer, mais en réalité, il n'a pas tout à fait suivi ce processus. Il n'a pas été vraiment donc à l'école à proprement parler Hans Zimmer, parce qu'il y a une école Hans Zimmer, Remote Control Production qui est donc un studio de production pour apprendre à différents compositeurs à pouvoir effectivement faire de la bande originale de film, entre autres. Voilà, mais ce Ludwig Göransson, ne fait pas partie de cette école. C'est plutôt quelqu'un d'autodidacte qui un peu touche à tout. Sa façon de procéder à lui est vraiment toute particulière. De nationalité suédoise, il est donc parti aux États-Unis et notamment dans une école pour pouvoir effectivement, une école de cinéma, pour pouvoir effectivement faire ses armes et se lancer dans ses propres compositions de musique de film. L'Université de Californie du Sud, qui est donc une grande école de cinéma en Californie, il a fait partie de cette école-là et a commencé à faire ses classes dans cette école. Et même s'il a été influencé par Hans Zimmer, évidemment, avec sa révolution sonore par rapport à d'autres compositeurs, mélange d'orchestre, d'électronique et de textures sonores, Göransson va, à la limite, je trouve, encore plus loin que Hans Zimmer. C'est un perfectionniste et il va aller chercher vraiment des sonorités, vraiment propres à son imaginaire. Il va vraiment faire corps avec le film. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Il va faire corps avec le film, il va s'approprier le film pour que sa musique ne soit pas dissociable du film. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de sa part. Et ce qui le rapproche un peu de Zimmer, en fait, c'est que Göransson cherche avant tout un son avant d'écrire une mélodie, en fait. Il veut une sonorité, il veut un son particulier, un timbre, et c'est à partir de là que tout va se créer, en fait. Et ça, c'est propre à Göransson. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme Zimmer, mais ça va encore plus loin. De mon point de vue, je trouve qu'il va encore pousser la recherche, pousser le curseur davantage. Il va chercher vraiment des instruments inhabituels, une texture sonore, un geste musical, et pour en arriver vraiment à une émotion toute particulière. Autant Zimmer va chercher des thèmes forts et instantanément mémorisables à l'écoute, à l'oreille, on va retenir vraiment tout de suite le son, autant Göransson, lui, va plutôt pousser sa recherche vraiment dans quelque chose comme une expérimentation sonore en fait. Et c'est vraiment là où il est très très fort. Donc Ludwig Göransson n'est pas un nouveau Hans Zimmer, mais il a compris l'héritage Hans Zimmer
et il va aller le dépasser, je trouve, sur pas mal d'aspects finalement. Zimmer construit souvent des sortes de cathédrales musicales. Göransson, lui, va chercher vraiment des mondes sonores. Et donc c'est cette petite subtilité entre les deux. Voilà, même si j'apprécie évidemment Hans Zimmer, hein, j'aime beaucoup aussi, mais je trouve que Göransson va vraiment encore plus loin. Alors va débuter une collaboration avec Ryan Coogler, déjà sur un premier film, un film pour le coup que je n'ai pas vu, là je vous l'avoue bien volontiers, Fruitvale Station, qui est sorti en 2013, mais c'est vrai que voilà, là je ne connais pas du tout le film, et je serais curieux quand même d'aller voir cette composition, j'aurais dû l'écouter avant de préparer l'émission peut-être, c'est vrai que là je la connais pas bien. Mais par contre, sa seconde collaboration va se faire en fait sur un film qui est construit autour d'une saga palpitante avec Sylvester Stallone, qui est Rocky, et avec une musique également de Bill Conti. Et là, il va réussir, avec ce Creed qui est ici, eh bien, il va réussir à moderniser complètement la musique de Bill Conti, sans forcément la trahir, il va la moderniser avec effectivement des sonorités beaucoup plus modernes, des sons hip-hop également qui vont effectivement vraiment s'accouder au film, notamment avec Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed. This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son. Et c'est vrai que là-dessus, il a vraiment compris effectivement qu'on était sur une nouvelle génération. On n'est plus effectivement sur l'époque Rocky Apollo, on est effectivement sur Adonis. Et là-dessus, il a tout à fait pigé ce qu'il fallait faire. Et j'avoue que j'ai été complètement subjugué par cette BO de Creed. Quand je l'ai entendu, je me suis pas dit « Ah bah non, c'est un resus de la musique de Bill Conti ». Non, je me suis vraiment dit « c'est surprenant, qui est ce compositeur ?» Il a réussi vraiment à s'inspirer de cette BO de Bill Conti, mais il l'a vraiment travaillé d'une autre manière, vraiment modernisé, c'est vraiment le terme. Et voilà, cette magnifique BO de Creed. Donc j'en profite ici pour vous montrer le vinyle avec un petit hobby qui était donc sorti chez Mondo. Donc voilà, Mondo, label américain. Et puis voilà, vous avez effectivement une belle pochette comme ceci. Donc ça, je vais vous montrer vite fait voilà à quoi ça ressemble. Et surtout, vous allez avoir des beaux vinyles également à l'intérieur. Donc il y en a deux, je vais vous en montrer un. Voilà. Et voilà, vous avez effectivement, regardez-moi ça, voilà, donc bleu, blanc, rouge, non pas la couleur de la France, mais la couleur du drapeau américain aussi. donc voici pour ce double vinyle, hein, il y en a deux comme ça. Et voilà, et je me suis vraiment éclaté à écouter cette BO qui s'écoute super bien, honnêtement. Et il va s'approprier le fameux titre Gonna Fly Now. Vraiment, il va le retravailler comme ça. Et ça va être vraiment complètement dingue en fait. Des sons modernes, urbains, des rythmiques hip-hop qui viennent se mélanger à l'orchestration. Et franchement, le résultat est saisissant. Et Göransson ne cherche pas immédiatement un thème héroïque triomphant. Il va vraiment en fait chercher le personnage fragile qu'est Adonis au départ, qui est un peu dans la reconnaissance. Il veut vraiment sortir de l'ombre de son père. Et la musique vraiment crée cette dissociation et en même temps voilà, on est avec le personnage, on est avec Adonis, avec la musique, avec cette dimension plus mélancolique quelque part sur cette BO de Creed. Voilà ce qui en fait vraiment quelque chose d'excellent, voilà, que je vous recommande d'écouter. Vous pouvez l'écouter totalement indépendamment du film évidemment. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à entendre. Je vous montre également, il y avait une petite leaflet à l'intérieur. Donc voilà, avec Adonis là qui s'entraîne. Et puis l'interprétation aussi de Michael B. Jordan qui fait aussi toute la différence. C'est vrai que ce Creed,
s'inscrit vraiment dans la lignée de la saga Rocky et insuffle vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment un film très plaisant à voir. Le premier est excellent, franchement. C'est surprenant. Donc voilà, mais la BO de Göransson, encore une fois, participe eh bien, à tout ce processus et ce travail créatif sur Creed. D'ailleurs, juste un petit aparté, je pense que Zimmer aurait fait peut-être quelque chose de différent sur ce Creed, quelque chose de plus massif avec un thème vraiment fort, alors que Göransson a lui cherché vraiment à s'approprier en fait le personnage d'Adonis. Et la musique elle est faite autour de ce personnage uniquement et pas sur quelque chose de plus enveloppant ou grandiloquent. C'est aussi quelque part la naissance d'un compositeur sur cette BO là, parce que c'est quasiment sa première composition. Même si c'est la deuxième en réalité, il faut que j'écoute la première parce que du coup je suis quand même curieux, mais on sent que derrière cette musique il y a vraiment quelque chose, et du coup ce qui est très intriguant pour la suite de Ludwig Göransson, suite qui va arriver effectivement avec un autre film aussi très particulier, Black Panther Wakanda Forever, que voici donc dans un vinyle également, paru toujours chez le label américain Mondo. Et voilà, alors là aussi je vais vous montrer tout de suite le vinyle avant de parler de la musique, mais encore une fois il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voici le vinyle. Alors là vous avez des artworks qui sont absolument magnifiques, ça c'est propre à Mondo, hein. Il y a toujours un vrai travail artistique là-dessus. Sur leur vinyle, c'est vraiment très très sympa. Et puis vous allez avoir également des vinyles colorés qui sont absolument superbes, avec des sous-pochettes. Vous voyez, il y a des petits motifs, je ne sais pas si on verra un peu. Et puis vous allez voir, c'est vraiment très très beau. Hop, donc voilà pour ce Black Panther, un orange marbré ici sur le premier disque. Voici le second, un beau vert, vraiment très très beau aussi celui-ci. Il est absolument dingue. Voilà, il y a toujours cette recherche de course à la couleur chez Mondo, mais c'est vrai que c'est vraiment superbe là-dessus. Et donc là, son travail sur ce Wakanda Forever, il va pas seulement chercher des musiques africaines comme ça, basiques. Non, il va s'approprier encore une fois complètement le film et le royaume du Wakanda. Donc qui n'existe pas en réalité, mais il va effectivement, il va faire en sorte qu'on croit que ce royaume existe. Et c'est là où il va aller chercher encore une fois des choses surprenantes sur cette BO. Alors Göransson va partir au Sénégal pour rencontrer des musiciens africains et s'approprier vraiment des instruments qui sont propres au pays. Il va vraiment aller chercher, aller trifouiller des instruments très particuliers, avec notamment des tambours sabars ou des flûtes africaines, vraiment avec des sonorités vraiment très, très étranges, très particulières, mais qui passent, voilà, il réussit en fait à faire un mix sonore avec ça, assez intéressant, tout en modernisant, c'est-à-dire qu'il conserve vraiment une certaine musique traditionnelle, mais vraiment fouillée, hein. Je parle vraiment de quelque chose de très fouillé au niveau de la tradition de la musique africaine, et en même temps il va la moderniser aussi, ce qui donne encore une fois un mélange assez surprenant. Et là c'est là qu'on se dit waouh, quel travail de Göransson, mais c'est fou ce qu'il a réussi à faire là-dessus. Je vous invite évidemment à écouter Wakanda Forever, la musique de Black Panther, même si vous n'appréciez pas forcément le film, hein, j'ai envie de dire. C'est surprenant à écouter, franchement. Donc on retrouve une puissance symphonique sur la BO, on retrouve effectivement ce mélange, ce mix d'instruments africains anciens, et en même temps de hip-hop, parce que le hip-hop fait toujours partie de ça, c'est un peu sa patte artistique pour mixer vraiment à l'orchestral et à la tradition.
encore une fois, on arrive à avoir quelque chose de très très surprenant là-dessus, sur ce Black Panther Wakanda Forever. Donc vous avez des thèmes assez spirituels et des thèmes plus agressifs. Vraiment, il y a ce mélange là-dessus qui est assez saisissant, je trouve. Et donc ce qui est assez aussi extraordinaire, c'est qu'il ne compose pas seulement une musique de super-héros, mais il va composer une musique d'un monde qui n'existe pas, le Wakanda, et il va s'approprier en fait ce monde, et on va vraiment y croire, on va plonger avec lui là-dedans, et c'est encore une fois, cette musique est indissociable du film pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, quand vous regarderez le film, si vous avez la curiosité, vous verrez que la musique vraiment fait partie prenante de l'histoire, entre guillemets. Et on retrouve, un écosystème sonore en fait là-dessus. À noter aussi, bien sûr, que Wakanda Forever, c'est la troisième collaboration avec Ryan Coogler. Vous verrez que finalement ce compositeur Ludwig Göransson est très attaché à deux réalisateurs en particulier, Ryan Coogler et bien sûr Christopher Nolan, que l'on découvrira bien sûr plus tard. Et en plus de ça, Oscar direct pour cette musique de Black Panther, et c'est largement mérité, et c'est son premier Oscar avec cette composition, et ça ne sera pas le dernier, croyez-moi. Alors, Göransson poursuit également sur Creed 2, évidemment. Après le premier, il va se lancer au second opus de ce Creed, avec effectivement, encore une fois, un travail assez remarquable là-dessus, dans la continuité du premier. Il n'y a pas de révolution sonore. Bon, après, il faut dire aussi que le deuxième volet est un peu moins bon. Personnellement, je trouve que le premier, même si c'est dommage parce qu'il y a Drago qui revient de Rocky IV avec Dolph Lundgren, donc on aurait pu effectivement avoir quelque chose d'un peu plus poussé là-dessus, mais bon, ce ne sera pas vraiment le cas, donc je suis un peu mitigé sur Creed 2, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus aussi bon que le premier. En tout cas, voici le vinyle ici qui était paru lui chez At The Movies, avec effectivement à l'intérieur, vous allez avoir un petit poster. Donc voilà le poster ici avec Michael B. Jordan effectivement dans sa superbe interprétation de Creed. Très très bon choix d'acteur encore une fois là-dessus, parce que c'est vrai qu'il joue très bien. Et puis la pochette du vinyle ici avec en papier brillant qui est assez sympa, avec un vinyle rouge marbré, qui est du plus bel effet. Alors il y a plusieurs versions, je crois qu'il y a un vinyle blanc marbré et bleu marbré aussi. Bon, moi j'ai opté pour le rouge ici. Et va arriver effectivement une composition surprenante, encore une fois, sur un film, lui, qui est quand même pas exceptionnel, il faut bien le reconnaître. Mais par contre, la BO, elle, est vraiment intéressante et il a encore fait quelque chose d'assez incroyable là-dessus, avec Venom, et Tom Hardy, effectivement, qui interprète un Eddie Brock intéressant, mais bon, on aurait voulu que ça aille plus loin, ce film-là, malheureusement. Je ne parle pas des suites qui sont encore pires, mais en tout cas, le premier, ça se regarde, mais c'est pas exceptionnel. Mais là où il va être encore une fois très fort, c'est qu'il Ludwig Göransson va s'approprier le personnage d'Eddie Brock, et c'est encore une fois quelque chose de, ma foi, surprenant sur ce vinyle, sur cette composition. Alors je vais vous montrer déjà le vinyle ici. Donc là on était toujours chez At The Movies. Donc voici Venom avec une pochette ici ouvrante. Hop. Venom, je trouve qu'il est vraiment bien fait aussi, là-dessus il n'y a pas de problème, je trouve que c'est assez sympa. Ça manque un peu de personnalité, un peu de trucs plus spectaculaires ou plus noirs, j'ai envie de dire, sur Venom. Mais après, le film est ce qu'il est. Encore une fois, le premier, c'est le moins mauvais pour moi. Et vous allez avoir, un vinyle fumé comme ceci. Très sympa aussi, fumé marbré. Voilà. Très très beau. Donc là-dessus, on va avoir vraiment des basses très très puissantes, des textures sonores déformées,
Voilà, mais ça va parfait, ça colle parfaitement au film, hein, vraiment. C'est quelque chose d'assez aussi impressionnant ce qu'il a fait là-dessus. Et même si vous n'aimez pas le film, j'ai envie de dire, écoutez la BO, vous allez voir, ça tient la route. Vous avez des chœurs sombres, des chœurs sombres et menaçants même, j'ai envie de dire, des textures sonores triturées. Il y a un vrai travail de recherche. Et encore une fois, la musique n'est pas dissociable du film. Même si, ce qui est fort, c'est que vous pouvez parfaitement écouter la musique si vous ne voyez pas le film, encore une fois, mais peut-être pas l'inverse. Voilà, c'est ça qui est intéressant chez Göransson. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être pas regarder le film sans la musique, mais par contre, vous pouvez écouter la musique sans avoir vu le film. Donc voilà, et quand vous regardez le film, bah, vous voyez que la musique, elle participe au film. Donc c'est vraiment surprenant, encore une fois, ce Venom. Et on a vraiment l'impression que la musique est vivante, comme le personnage, en fait. Voilà, elle est vraiment... On est centré sur le personnage et c'est vraiment impressionnant à écouter, j'ai envie de dire. Et là où Black Panther cherchait vraiment à donner une âme à l'environnement, à ce pays qu'est le Wakanda, et bien là, en fait, il va chercher vraiment à rentrer dans la tête d'Eddie Brock. C'est à partir de ce point, de ce personnage et de Venom, que la musique va en découler, en fait. On peut dire que Venom, voilà, c'est quasiment une créature sonore, quelque part. Il y a ce côté-là qui va ressortir dans le film. Et on en vient à la première collaboration entre Christopher Nolan et Ludwig Göransson avec un film que je n'ai pas aimé. Bah, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'ai pas accroché à ce film-là. En revanche, j'ai accroché à la musique de Göransson encore, qui fait un travail admirable là-dessus. Ce film n'est autre que Tenet, le voici. Voilà, Tenet, qui est encore une fois un travail extrêmement impressionnant. Et Nolan avait pour habitude de travailler avec Hans Zimmer. Et depuis ce film, depuis ce Tenet, eh bien, la collaboration a changé. Et maintenant, voilà, tous les films de Nolan vont avec ce compositeur, Ludwig Göransson. C'est indissociable. Et ça, c'est assez marrant à voir. Donc, eh bien voilà le vinyle. Donc, je vous le montre déjà avant de parler de la BO. Donc, voici un trifold ici. Voilà pour l'autre côté. Et donc, là, vous allez avoir sur ce vinyle, donc 3 vinyles pour Tenet, avec des vinyles noirs. Donc, je vais vous en montrer un. Voilà, mais vous en avez 3 comme ça, tout simplement. Mais par contre, la musique est encore une fois d'une efficacité folle sur ce Tenet. Et donc là, Göransson ne va pas s'intéresser forcément à l'histoire ni au personnage. Il va s'intéresser à la temporalité, au temps. Le temps qui est une thématique très chère à Nolan, on le sait. Et bien c'est là-dessus qu'il va axer la BO de Tenet ici. Alors il va enregistrer des sons inversés. Et encore une fois, c'est un travail qui est complètement fou. Hein. Sincèrement, le travail de Göransson est dingue, en fait. Et alors, je vous invite à voir, il y a des making-of, il y a des choses comme ça, où on peut voir le travail des compositeurs, même sur Hans Zimmer, hein, c'est aussi très intéressant à voir, vous verrez. Mais c'est dingue ce qu'il réussit à faire, effectivement, à prendre des sons comme ça, à les inverser, pour vraiment rentrer dans la thématique temporelle de ce Tenet. Des boucles électroniques qui semblent donner vraiment un mouvement perpétuel. Ça, c'est assez fascinant, je dois dire. Un travail très précis sur les percussions et les pulsations également sur Tenet.
un peu ce qu'avait fait un petit peu Hans Zimmer sur Dunkerque au niveau de la BO. Il y a ce travail aussi du temps, mais sauf que là, ça va beaucoup plus loin, je trouve. Le travail de recherche de Göransson est assez époustouflant. Et la musique n'est pas un accompagnement du film, ça devient une structure du film, vraiment. Encore une fois, voilà, on ne peut pas dissocier la musique du film. Et c'est ça qui est vraiment fort chez Göransson. Zimmer avait réussi aussi sur Interstellar à faire quelque chose d'assez impressionnant, avec le temps qui s'étire comme ça. Mais Göransson, lui, a une musique vraiment qui s'inscrit comme un concept. C'est assez sidérant. Et voilà, il apporte une approche quasi scientifique à cette BO de Tenet, qui est vraiment voilà, excellente à écouter, sincèrement, je vous la recommande. Et le thème principal de Tenet est presque caché dans la structure musicale même de la bande originale. C'est voilà, c'est un travail très minutieux qu'il a réussi à faire là-dessus. Et donc voilà, il réussit à faire une musique qui avance, qui recule, qui se transforme. C'est très fort ce qu'il a fait sur Tenet, effectivement. C'est vraiment un architecte sonore là-dessus, sur ce Tenet. Et on enchaîne avec la deuxième collaboration avec Christopher Nolan. Et alors là, une BO, mais qui vous transcende, qui vous élève. Une BO incroyable, ouais, c'est peut-être la meilleure pour moi de tout ce qu'il a fait, avec, et aussi le deuxième Oscar directement, avec ce film Oppenheimer, voilà, donc le film de Nolan, qui est absolument dingue aussi, vraiment. Alors là, ce film-là m'a laissé vraiment stupéfait. On connaissait un peu l'histoire d'Oppenheimer, mais là, Nolan réussit à nous faire rentrer dans le cerveau d'Oppenheimer. Et j'ai envie de dire, il n'est pas tout seul à faire ça, parce que c'est aussi Göransson qui va créer spécialement une musique, comme si on était à l'intérieur de la tête d'Oppenheimer, vraiment. Avec toute la diversité de ses pensées, et c'est vraiment remarquable ce qu'il a réussi à faire sur Oppenheimer. Donc voilà le vinyle. Alors là, on a affaire à un trifold. Donc là, on revient chez Mondo ici. Donc regardez-moi l'intérieur. Là, c'est absolument incroyable. Puis vous allez avoir l'aspect extérieur. Le voici avec notamment cette photo de Nolan et de Göransson ici. Voilà, donc il y a toujours ce travail étroit, j'ai envie de dire, entre les deux. Donc là, vous allez avoir 3 vinyles là-dessus. Je vais vous en montrer un, ça sera déjà bien. Voilà, c'est 3 vinyles à l'identique, hein, évidemment. Donc avec un vinyle, effectivement, couleur atomique, couleur bombe, couleur flamme. Voilà, c'est vraiment de la flamme, hein, pour le coup. Très chouette ces vinyles. Et puis vous allez avoir également une leaflet aussi. Donc voici la leaflet où on voit effectivement Nolan à l'œuvre, avec effectivement du texte sur le travail qu'a effectué Göransson sur cette composition. Donc ouais, c'est vraiment superbe. Alors Göransson sur cette composition va utiliser beaucoup de violon. Il va faire appel d'ailleurs à sa compagne qui va l'aider aussi sur cette partition de Oppenheimer. Ça, c'est aussi intéressant, cette petite collaboration avec sa compagne. Une composition nerveuse, brillante, fragile et constamment sous tension. C'est vraiment ce que l'on peut retenir de cette composition incroyable d'Oppenheimer. Ce n'est pas une musique sur une bombe atomique, c'est une musique sur l'homme qui sait qu'il a créé quelque chose qui le dépasse en fait. Et ça, c'est vraiment,
c'est complètement fou de penser des choses comme ça. Et voilà, donc il n'y a pas de mots en fait, je sais pas, j'ai pas les mots en fait sur cette composition qui est tellement incroyable de Oppenheimer. Effectivement, on est vraiment à l'intérieur de la tête d'Oppenheimer. L'interprétation aussi de Cillian Murphy est stupéfiante hein, également, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Et voilà, et cet ensemble d'éléments fait que moi j'ai été complètement absorbé dans le film et j'ai été refroidi, sidéré, je savais pas quoi penser quand je suis sorti du film, j'étais là, oh là là, c'est fou en fait. La musique elle est quasi hypnotique avec des motifs qui évoluent progressivement, on ressent vraiment la sensation de la découverte scientifique, de la physique également, enfin de la beauté de la physique quelque part. Oui, il réussit vraiment, il a vraiment tout pigé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Göransson est le film. Voilà, en fait, non seulement il s'approprie le film, mais il est le film. Et c'est ça qui est dingue en fait dans sa composition, je trouve. Voilà, ce qui en fait pour moi l'un des compositeurs les plus intéressants de cette génération-là actuelle de compositeurs. Il y a vraiment quelque chose de fascinant chez lui. Et encore une fois, je vous invite à aller voir les making-of, son travail, effectivement, comment il procède. Enfin, moi, j'adore regarder ça, c'est passionnant, en fait. Et il y a quelque chose de mystique, j'ai envie de dire, sur ses compositions. Et on a vraiment la sensation du poids moral que peut avoir Oppenheimer. Il y a des séquences, effectivement, où c'est très pesant comme ça, et on est là, on est avec lui en fait, on est dans la tête d'Oppenheimer, et ce qui est complètement effroyable par moments en fait, on se demande vraiment comment il a pu supporter ce truc-là en fait. On est vraiment plongé dans l'état mental d'Oppenheimer avec cette composition de Ludwig Göransson, qui est pour moi, je pense, la plus magistrale, j'ai envie de dire, même si j'adore toutes les autres, hein. Mais si je devais peut-être en sortir une, ce serait celle-ci pour moi. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. Ensuite ? Et puis va arriver un miracle avec son troisième Oscar acquis récemment avec la BO de Sinners ici, où la musique devient un élément narratif à part entière sur cette composition. C'est encore une fois un tour de force réalisé par Göransson sur ce Sinners. Et là, en fait, la musique va devenir partie intégrante du film. Elle est même, elle surélève le film, en fait. Elle devient vraiment un élément indispensable au film, cette musique. En fait, c'est comme si c'était en fait un personnage principal. La musique devient un personnage principal, en fait, dans Sinners, tout simplement. Qui va effectivement reprendre des éléments blues, forcément là-dessus. Il va aller chercher des aspects gospel, des aspects jazz, des aspects soul, voire même un peu de rock, de métal aussi. C'est encore une fois une énorme composition de Göransson, et il va s'approprier encore une fois le film, et c'est ça qui est très fort avec lui, comme dans tout ce que je vous ai montré là. À chaque fois, il va toujours aller chercher quelque chose dans le film, soit ça va être un personnage, soit ça va être une atmosphère ou une ambiance qu'il va essayer de recréer, et là en fait, là il va effectivement s'approprier l'âme de ce film, Sinners. La musique de Göransson devient l'âme du film, vraiment, à part entière. La musique s'élève complètement comme ça, elle devient mystique, vraiment. Il y a quelque chose comme ça qui se dégage de cette composition de Sinners qui est vraiment exceptionnelle. Il essaie vraiment de chercher une culture sonore à part entière
pour ce film Sinners. Il ne compose pas un film sur le blues, il est le blues, il est son peuple, il est la mémoire vraiment de ce qu'est l'âme du blues sur ce film Sinners. C'est vraiment encore une fois une composition assez folle qu'il a réussi à faire avec ça. Donc voici le disque. Alors là, il s'agit de disques noirs simples. Il y a aussi des disques colorés qui existent également. Bon, moi, j'avais loupé en fait les disques colorés pour ne rien vous cacher, mais finalement le noir va très bien parce que bon, voilà, ça représente aussi très bien le film. Donc 2 vinyles comme ceci. Je vous montre la deuxième sous-pochette, voilà, qui est un peu à l'identique de la première, mais en tout cas, effectivement, ça reste un travail encore une fois remarquable là-dessus. Le blues, les chants, le rythme deviennent vraiment un personnage à part entière avec cette magnifique composition de Sinners. Et lorsque le film bascule dans un registre, on va dire, un peu plus fantastique, eh bien la musique va changer également de tonalité, et ça c'est aussi très réussi de la part de Göransson. Et c'est finalement une vraie progression encore de Göransson là-dessus, à essayer encore une fois de faire un truc différent, vraiment. Et toutes ces compositions finalement sont vraiment différentes les unes des autres, mais elles transcendent à chaque fois le film. Il va toujours aller chercher un élément quelque part dans les films pour pouvoir effectivement élever la musique au rang, on va dire au même rang que le film lui-même. Et c'est ça qui est très fort avec Göransson, je trouve, ce qui en fait un compositeur vraiment à part en 2026, vraiment, et un peu plus fort pour moi que Zimmer, vraiment. Et on en vient à cette fabuleuse composition de l'Odyssée, qui est quasiment un aboutissement de Göransson après Tenet, après Oppenheimer. Et bien là, il va encore aller chercher quelque chose de différent sur cette Odyssée, dans des thématiques antiques. Il va s'approprier encore une fois le film, et c'est très très fort également de sa part. Donc voici le vinyle en question, donc qui est lui une exclusivité, celui que je possède du moins une exclusivité Made by Mutant, donc encore un autre label américain, avec le cheval de Troie ici, avec de nouveau eh bien, la collaboration entre Nolan et Göransson, qu'on l'on voit ici, avec voilà, les différentes photos et Ulysse qui est donc là représenté. Et puis cette représentation d'Agamemnon ici qui est très très charismatique dans le film. Voilà, quand il apparaît, etc. Alors, il y aura des thématiques quand même dans cette Odyssée, parce que j'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de thème, mais si, il y en a en fait. Il y en a, il faut écouter la BO vraiment. Et voilà, encore une fois, le problème de cette BO de Odyssée, quand vous allez le voir au cinéma, il faut que le son soit bien adapté, bien calibré, parce que effectivement, c'est des sonorités, des choses qui sont un peu différentes des autres compositeurs, et les sons sont tout particuliers, comme dans les films de Villeneuve, chez Nolan. Donc il faut effectivement avoir une salle bien calibrée pour profiter de l'environnement sonore, des détails sonores et de la BO, de la composition de Göransson, en l'occurrence ici sur The Odyssey. Donc il va y avoir effectivement des thèmes sur le voyage initiatique, sur la mémoire, sur les choses mystiques également,
de la part de Göransson là-dessus, sur cette composition. Il va y avoir des instruments donc anciens comme la lyre par exemple, qui est très bien exploité dans le film. Donc il a été effectivement cherché, vraiment encore une fois, un travail de recherche sur des instruments anciens pour donner de la crédibilité à cette Odyssée, des instruments à cordes également, avec l'arc d'Ulysse notamment. Il y a vraiment tout ce travail de recherche qui donne effectivement des sonorités, vraiment un timbre particulier à cette BO de l'Odyssée. Aide-moi à rentrer chez moi. Alors évidemment, il y aura aussi ce mélange avec des textures plus modernes, plus électroniques, et donc on obtient ce mélange, ce mix entre passé et présent, qui est très bien représenté sur The Odyssey. Et on sent le poids d'un voyage de 10 ans pour Ulysse, vraiment. Il y a des compositions qui sont spécifiquement faites pour Ulysse. Et vraiment, à travers ça, on ressent le poids de son voyage, la solitude, la perte et l'espoir aussi du retour. Donc, toutes ces thématiques-là sont abordées effectivement sur cette musique de l'Odyssée. On a affaire à des très beaux vinyles. Alors là, ils sont absolument incroyables. Donc, pour l'exclusivité Made by Mutant, parce que sinon, effectivement, la BO sort très prochainement, peut-être la fin juillet, à la Fnac notamment, sur des vinyles de couleur noire. Mais là, regardez ça. Alors, je ne sais pas si c'est encore dispo, je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Voilà, après il y a des taxes, hein, forcément c'est de l'import, mais en tout cas, regardez-moi ces vinyles, ils sont absolument incroyables. Vraiment, puis ça représente vraiment bien le film en tout cas. Donc il y en a 3 comme ça, hein, des vinyles, 3 beaux vinyles comme ceci. Là, il y a le deuxième qui est là, donc dans des pochettes antistatiques, comme ça, vous voyez, ils sont vraiment incroyables. Oh là, c'est vraiment dément. Et puis, vous avez aussi une belle leaflet. Alors là, elle est quand même assez conséquente, où on va revenir, évidemment, eh bien, sur l'Odyssée, sur la composition de Göransson, pardon. Là, vous voyez, il y a le travail sur la harpe, ici. Hop, donc voilà, là, on est sur le tournage du film de Nolan, avec du texte en anglais, mais bon, voilà, quand vous avez une Charlotte qui est pas très loin, bah, on peut traduire facilement, finalement. Chris had mentioned early that he was interested in Aulus. He was interested in lyre. The Aulus is an ancient Greek instrument. It was the most popular rock star instrument for 1,000 years. La lyre qui est ici, voilà, la fameuse lyre, elle est là. Donc là aussi, voilà, ce travail effectivement sur la lyre. Vous voyez des bruits, des flûtes aussi, toutes particulières là aussi, des instruments anciens, vraiment. Il va chercher vraiment des choses intéressantes, et ça c'est quand même très fort. Voilà, là il est en plein essai ici. Il compose. Encore une fois, je vous invite à voir les making-of, hein, c'est vraiment intéressant à voir ça. Le travail sur les cordes là dont je vous parlais, bah, vous voyez, on le voit ici, effectivement, travailler là-dessus. Donc ça, c'est vraiment très bon. Les crédits à la fin. Donc voilà pour cette leaflet assez conséquente, et ça fait plaisir. You nailed it. Another thing that Chris mentioned too early on in our conversations was to use bronze. You know, this is the Bronze Age. So gongs, you know, for example, made of bronze. You know, you can make these instruments sound a way that you never heard them before. Et finalement, l'Odyssée peut être le projet le plus proche de ce que peut faire un Hans Zimmer, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose, voilà, il y a des similitudes entre la BO de Odyssey avec du travail de Hans Zimmer. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus finalement des deux compositeurs, on va dire, avec cette Odyssée. Mais là où Göransson va un peu plus loin, c'est qu'il va chercher effectivement des sons, des sonorités qui n'existent plus
Et c'est là où il va être extrêmement créatif avec cette composition de l'Odyssée que je vous recommande évidemment d'écouter, même si vous n'aimez pas le film. Il y en a certains qui n'aiment pas le film. Après, voilà, faut sincèrement ne pas aimer. Après, on peut discuter évidemment hein, de l'Odyssée. Il y a plein de choses. Voilà, mais encore une fois, tout est un parti pris de Nolan là-dessus. Donc, voilà. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais en tout cas, il faut respecter ses choix. On aurait préféré effectivement peut-être des scènes plus grandiloquentes avec les sirènes notamment. On aurait préféré, voilà, peut-être encore plus d'immersion dans tout ce qui arrive dans l'Odyssée d'Homère. C'est son choix, il a fait ça et moi, il m'a totalement embarqué. Et pourtant, j'adore l'Odyssée d'Homère, vraiment. Quand on était plus jeune, forcément, on l'a lu. On a même eu droit à un dessin animé, finalement, avec Ulysse 31, qui reprenait parfaitement la trame de l'Odyssée d'Homère. Qui était exceptionnel, hein, et qui va bientôt ressortir en Blu-ray d'ailleurs. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Mais là, écoutez, la BO de Göransson mixée au montage de Nolan fait qu'on a été complètement embarqué. Enfin, moi j'ai été complètement embarqué, et ça sera aussi l'occasion d'aller revoir ce film. Que j'ai découvert dans des conditions tout à fait normales. Je vais aller le voir au Pathé Odysseum à Montpellier en IMAX pendant les vacances au mois d'août. Donc là, et Charlotte va le découvrir dans ces conditions-là pour la première fois parce qu'elle n'avait pas pu m'accompagner sur mon premier visionnage. Donc ça va être génial, on va pouvoir se faire plaisir et kiffer. Alors oui, c'est un coût, hein, la séance IMAX, c'est un coût. Mais encore une fois, hein, des séances IMAX, vous allez en voir 1, 2 fois dans l'année peut-être, si vous voulez vraiment profiter d'un vrai film en IMAX, on va dire. Donc voilà, c'est pas grave, on y met le prix et puis voilà, c'est fait. Hein. On profite de l'expérience, c'est quand même pas rien, c'est pas donné à tout le monde. Et puis c'est quand même extraordinaire d'avoir effectivement une salle enfin IMAX en France. Donc bravo au Pathé Odysseum à Montpellier d'avoir pu réaliser ce projet. En tout cas pour The Odyssey, n'hésitez pas à jeter une oreille, vous ne serez pas déçus, je pense. Il y a quand même des choses intéressantes évidemment à retenir sur ce grand compositeur qu'est Ludwig Göransson. Et je ne vous ai pas parlé volontairement, encore une fois, d'un autre projet. Donc là, je vous ai montré des choses purement cinéma. Mais il faut savoir que Ludwig Göransson a aussi participé à un projet qui est lié à une série télé. Et cette série télé n'est autre que, Mandalorian. Ici, le Mandalorian. Alors là, il a été, encore une fois, extrêmement fort parce qu'il a été chercher quelque chose de complètement différent de John Williams, avec effectivement cette composition du Mandalorian, avec quelque chose de plus western un peu. Vraiment, il y a quelque chose un peu de western dans cette composition, je trouve, et s'approprier le thème du Mandalorian ici qui est vraiment incroyable, je trouve. Et là, il y a un vrai thème, hein, pour le coup, du Mandalorian. On est dans quelque chose de primitif, d'organique, de solitaire sur ces thématiques du Mandalorian. C'est un vrai tour de force. Donc ça, c'est du vinyle américain. On était chez Disney Emporium, donc ça c'est le site Disney américain. Alors, les vinyles sont assez chers, encore une fois, mais bon, après voilà, pour la composition de Göransson, je ne pouvais pas faire autrement que de le prendre. Vous avez une petite leaflet très sympathique avec gros coup ici, et puis voilà, The Child, l'enfant, ici dans son berceau. Elle est surprenante cette série, vraiment, hein, c'était un gros kiff de voir cette série-là, j'adore la série, surtout les 2 premières saisons qui sont exceptionnelles. Vraiment, c'est très très sympa à suivre, les effets spéciaux sont bons, tout est bon. La 2e saison, la voici, toujours en vinyle, hop, avec, voilà, gros coup ici, et
Et puis la sous-pochette qui est très très belle aussi, regardez ça. Hop, avec deux coups, cette fois-ci, des vinyles un peu bleu translucide, bleu turquoise. On voit, voilà, si on arrive à voir, j'arrive pas à retranscrire la vraie couleur avec les lumières là. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment très très beau. Alors évidemment, sur cette saison 1, alors là je vous montre un pressage japonais du Mandalorian qui est ici avec le titre en japonais comme ça, qui est très classe, je trouve. Bah, en fait, il va quand même conserver des choses de John Williams, même s'il va les sublimer par d'autres aspects. Va conserver effectivement un grand thème orchestral. Évidemment, la grandeur orchestrale elle sera toujours là. Les cuivres, des grands mouvements héroïques aussi sur ce vinyle, sur cette composition plutôt. Et voilà, il va mixer ça avec des sonorités propre à lui, encore une fois, il va aller chercher des choses. Il va y avoir sur cette composition des synthétiseurs analogiques, des percussions tribales, des traitements électroniques et cette flûte effectivement qui compose un peu le thème du Mandalorian. Donc là, vous allez avoir de nouveau une belle sous-pochette ici et vous allez avoir des vinyles. Cette fois-ci, on a un vinyle couleur marron. Voilà, ici, qui est là, sur cette saison 1. Alors ensuite, vous avez la saison 2 qui est ici. Donc là, voici la saison 2. Hop, très sympa. Voilà, les covers sont vraiment magnifiques avec le hobby, évidemment, ici, à la japonaise. Et puis, vous allez avoir, cette fois-ci, vinyle de couleur. Alors, déjà, une belle sous-pochette. Hop, et vinyle de couleur, cette fois-ci, vert, transparent. Que voici, très très sympa aussi. Et puis, alors la particularité de ces pressages japonais, c'est que vous avez la saison 3 qui n'était pas sortie du coup chez Disney en vinyle. Cette fois-ci, elle est là, elle est présente. Alors la saison 3 qui est un peu moins bonne, il est vrai, mais qui était quand même très plaisante à suivre. Et vous avez cette fois-ci des vinyles couleur jaune transparent qui est vraiment très très beau aussi, regardez-moi ça. Donc voilà, un beau jaune transparent, il est très sympa aussi celui-ci. Et la musique donc de Goranson évolue avec le personnage du Mandalorian au fur et à mesure des saisons, des séries, avec effectivement ce thème que l'on reconnaît instantanément, qui est vraiment incroyable, qui est très très fort. Là, c'est une belle trouvaille qu'il a réussi à faire avec ce thème. Voilà, c'est une musique qu'on reconnaît comme ça au bout de 2 notes. Vous savez que c'est Mandalorian. Et il va remporter, encore une fois, 2 Emmy Awards pour les séries, entre guillemets, donc les Oscars des séries. Donc voilà, 2 Emmy Awards pour la série du Mandalorian avec sa musique. Donc 3 Oscars, 2 Emmy Awards, n'en jetez plus, Voilà, Goranson, c'est le compositeur qui a réussi à faire des choses, des miracles, avec des projets comme ça, différents et variés. Et puis ses attachements avec Ryan Coogler, avec Christopher Nolan. Voilà, maintenant il procède effectivement avec les deux. Et Nolan, on peut noter que Nolan, effectivement, a vraiment transité de Zimmer à Goranson. Donc c'est pas pour rien, il y a quand même ce petit quelque chose. C'est quand même bien vu de la part de Goranson, effectivement, de pouvoir créer ces univers sonores qui sont exceptionnels. On en vient au film également, le film Mandalorian et Grogu, qui était franchement pas une réussite, clairement. Alors même si j'adore Mandalorian, là voilà, c'était vraiment un peu léger, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, après ça se regarde, mais c'était quand même pas exceptionnel. On aurait dit vraiment 2 épisodes qui s'enchaînent de la saison 3 qui est la moins bonne, voilà, c'est pas transcendant. Même s'il y a Sigourney Weaver, mais bon, voilà, c'est pas exceptionnel. En tout cas, là, ce qui est amusant, c'est encore une fois la BO. Et oui, parce que là-dessus, en fait, Goranson va s'amuser à reprendre son thème du Mandalorian, qu'il va décliner comme ça en plusieurs petits éléments différents.
y a encore une fois un vrai travail encore là-dessus, effectivement. Il va prendre son thème et il va vraiment en faire plein de petites choses. Et c'est surprenant aussi, cette musique finalement du film. Je vous recommande d'écouter pour vous faire une idée. Mais c'est vraiment sympa. Ça m'a tout de suite amusé quand j'ai vu le film. Il y a des petits passages où je me suis un peu ennuyé, à vrai dire. Mais voilà, je m'amusais à écouter ce que faisait Goranson, en fait. C'était pour dire. Donc là, vinyle noir, classique, hein, effectivement, avec le petit macaron au centre ici. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. En conclusion, eh bien, Goranson a réussi quand même l'exploit en 10 ans de devenir l'un des compositeurs incontournables du moment. Se payer ses services est devenu un luxe, quelque part, parce que on sait qu'il va faire quelque chose de différent des autres. Il va s'approprier le film. Il n'a pas une recette en particulier. Il va vraiment aller réfléchir à quelque chose, à une identité. Il va s'accrocher à un personnage, à un pays, à un univers. Et avec ça, il va prendre une sonorité et la travailler, la façonner pour faire quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, c'est plus du tout les mêmes compositions qu'on pouvait avoir avec Williams, avec Jerry Goldsmith, avec James Horner, James Newton Howard. Voilà, tout ça, voilà, on est dans quelque chose de différent, mais il a su imposer vraiment sa patte. Et je pense qu'à l'avenir, effectivement, il va faire partie des très grands. Quand on reparlera de Goranson dans 20, 30 ans, on va s'apercevoir de tout ce qu'il a réussi à faire et finalement on se rendra compte effectivement qu'il y avait vraiment du boulot là-dessus. Vous êtes en droit de ne pas aimer forcément les compositions d'aujourd'hui, je vous attends d'ailleurs en commentaire, hein, on peut en débattre, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi savoir s'ouvrir, savoir évoluer. On est dans un monde différent des années 90, des années 80, des années 70 même. Les compositions ont changé, mais pour autant, il y a un travail qui est effectué également aujourd'hui, et notamment à travers de grands compositeurs comme Goranson, qui a su pour moi dépasser un peu Zimmer dans sa manière de faire. Donc dites-moi dans les commentaires effectivement ce que vous pensez de toutes ces compositions, ce que vous pouvez penser des films également, de la série Le Mandalorian, si ça vous a plu. Je ne sais pas si la vidéo fonctionnera, hein, voilà, là je vais creuser dans une niche, mais en tout cas moi c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo là, donc je vous attends en commentaire, partagez la vidéo, boostez-la, ça me fera toujours plaisir évidemment. Pour moi c'est le cinéma, la BO, c'est des choses qui ne sont pas dissociables. Quand je vais au cinéma, j'ai toujours une oreille active sur la BO. Et c'est là où je me dis, ah, là, il y a quelque chose à retenir. Ah, là, j'ai envie d'acheter la BO. Ah, voilà. Et j'ai toujours ça. Et souvent, alors ça peut m'arriver d'écouter la BO avant, mais très rarement, je vous l'accorde, j'ai envie de découvrir la BO avant. J'ai envie, de découvrir la BO au cinéma. C'est très important pour moi d'avoir cette surprise et cet émerveillement, si ça fonctionne, si ça match. Et en attendant, c'est toujours ce qui se passe avec Goranson pour le coup. Voilà, merci de votre soutien, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche d'activation. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. Encore une fois, bonnes vacances à ceux qui partent, bon courage à ceux qui reviennent et à très vite. Ciao!